Pape Alé Niang installé dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la RTS. La passation de service s'est tenue hier avec Racine Talla, directeur général sortant. Pape Alé Niang s'engage à servir avec dévouement et intégrité le peuple sénégalais. Et ce matin, destination Morolan, terre d'agriculture. La zone excelle dans la production de moringa ou nebedaï. Cette plante miracle capable de soigner plusieurs maladies. Au focus dans ce journal sur les terres agricoles de Morolan. Pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement fait le suivi des engagements. Un quota de 12 860 pèlerins est réservé cette année au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un message à tous les acteurs. Les opérations doivent être effectuées dans la rigueur et la discipline. Il a présidé un conseil interministériel à cet effet. Le compte-rendu est signé à Ramdawa. 12 860 pèlerins sénégalais s'apprêtent à rejoindre les lieux saints de l'islam. Transportés pour l'essentiel par les voyagistes privés, ils seront convoyés par Air Sénégal et Flynas. Le Premier ministre se voudra insistant. Il attend de toutes les parties un travail sans bavure, en droite ligne du principe Jubal Jubanti. Mais j'insisterai particulièrement sur la rigueur et la discipline. Nous voudrions dire simplement à tous les acteurs que l'État a pris toutes les dispositions et a mis tout ce qui devait l'être à disposition de ces acteurs. Et en retour, il sera intransigeant dans le suivi, l'évaluation, la situation des responsabilités et la sanction positive ou négative qui devra suivre. Nous appelons d'ores et déjà tous les acteurs à faire preuve de rigueur. Les défaillances humaines et négligences constatées dans le passé justifient la fermeté. Les autorités ministérielles sont aussi engagées à apporter toutes les diligences nécessaires. J'engage le ministre chargé du transport aérien à veiller à ce que Air Sénégal et Flynas prennent les dispositions appropriées relativement à l'état satisfaisant et à la disponibilité des aéronefs. Confirme et respecte le calendrier des vols. Respecte rigoureusement le plan de transport à l'aller et au retour, fournissent la caution bancaire requise en contrepartie des paiements des prestations effectuées à l'avance. Les premiers vols sont prévus fin mai. Les directives insistent aussi sur l'hébergement, la restauration et l'encadrement des pèlerins. Eu égard à la décision des autorités saoudiennes de ne pas autoriser le recours aux étudiants sénégalais en Arabie saoudite, en appui à l'encadrement des pèlerins, j'engage Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Sénégalais des Affaires étrangères à entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités saoudiennes en rapport avec le DGP en vue de faire rapporter cette décision. Sans préjudice de l'issue de cette démarche, à étudier l'opportunité de renforcer le nombre de missionnaires par le recours à des fonctionnaires sénégalais maîtrisant la langue arabe. De plus, le Premier ministre demande à travailler sur la réduction du package pour le pèlerinage 2025, à apurer la dette due aux logeurs, à revoir le cahier de charges des voyagistes privés. J'engage le ministre des Affaires étrangères, en rapport avec les ministères du Transport et de la Justice, à procéder à la revue du cahier des charges des voyagistes privés. Mais à titre conservatoire, de veiller à ce qu'aucun voyagiste ne puisse opérer sans justifier de l'agrément IATA. Nous invitons enfin tous les Sénégalais non dépositaires d'une autorisation pour le pèlerinage à s'abstenir d'effectuer le Hajj pour cette année sous peine d'une amende de 10 000 rials décidée par les autorités saoudiennes. Le Hajj est l'affaire de plusieurs ministères, tous convoqués à cette réunion, de la sécurité au transport aérien en passant par la santé ou encore les finances. Ils ont reçu les orientations nécessaires pour un pèlerinage sans faute. Voilà donc les mesures prises hier à l'issue du conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko.
Le Sénégal, évalué par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la 9e revue annuelle des réformes, programmes et politiques communautaires de l'Union au Sénégal s'est tenue hier et notre pays a obtenu une bonne note à l'issue, mais peut améliorer son bilan. Le compte-rendu est signé El Hadj Dramé. La commission de l'UEMOA et le ministre des Finances et d'autres membres du gouvernement ont procédé à la présentation de la revue annuelle des politiques et programmes du Sénégal en tant qu'État membre. Les échanges ont montré que le Sénégal a fait un bond de 3 points avec une note de 77% sur les objectifs fixés. Satisfaisant, mais peu et doit faire mieux, selon le ministre sénégalais des Finances. Alors cet exercice-là a montré effectivement que le Sénégal a fait un bond assez significatif par rapport à l'année antérieure, un bond de 3 points, que nous nous en félicitons, mais nous considérons qu'il y a des efforts à faire pour franchir le cap des 80%. Et nous nous y engageons. Il y a, je crois, un travail qui a été déjà fait. Mais comme le processus est dynamique, nous attendons de voir un peu ce que sera l'agenda de la prochaine évaluation. Et ce qui est sûr, c'est que le Sénégal sera effectivement au rendez-vous. 131 réformes et près d'une dizaine de projets ont été évalués. Ce sont des domaines qui touchent la gouvernance économique, financière, la santé, l'éducation, entre autres. L'évaluation a été faite entre octobre et novembre 2023, ce qui explique que certains domaines n'ont pas été pris en compte, ce qui a eu un impact sur la note du Sénégal. Le ministre donne rendez-vous pour la prochaine évaluation. Oui, les recommandations ont été effectivement identifiées. Et c'est sur les questions sur lesquelles le Sénégal a encore un peu de marge. Et effectivement, la présence des ministres témoigne un peu de l'engagement de nos autorités. Et effectivement, ces marges-là seront bien prises en charge pour les prochaines étapes. L'UEMOA juge le résultat du Sénégal satisfaisant et anticipe même sur des futurs progrès. Le Sénégal a des efforts à faire, mais est sur la bonne voie. Sur les composantes de la revue, le Sénégal a fait des performances qui sont notables. Mais le plus important, c'est d'avoir constaté que beaucoup de textes, dans le cadre de ces transpositions et applications, ont été pris, mais qui sont sortis avec un léger retard, ce qui a empêché de les intégrer dans l'évaluation que nous avons achevée au mois d'octobre-novembre, comme rappelé par M. le ministre. Ce qui veut dire qu'à la prochaine revue, naturellement, nous aurons des niveaux d'exécution qui seront plus importants. L'UEMOA et le Sénégal se donnent donc rendez-vous dans un an pour une autre évaluation. Le Sénégal espère atteindre, voire dépasser, la barre des 80%. Nous allons à présent parler de la coopération sénégalo-gambienne. Le ministre gambien du Commerce est en visite à Dakar. Il a été reçu par son homologue sénégalais, Serigne Gueye Diop, et ses hôtes se sont rendus à la zone industrielle de Diamniadio. Ils ont ensuite fait le point sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Dame Silla, compte rendu. En visite officielle au Sénégal, la délégation du ministre gambien de l'Industrie et du Commerce s'est rendue dans la zone économique spéciale et au domaine industriel de Diamniadio. La visite guidée est conduite par son homologue sénégalais Serigne Gueye Diop. Ici, l'État a investi 100 milliards de francs CFA pour faciliter l'installation des entreprises. À Sandiara, le modèle est totalement différent. Dans ces entreprises, c'est la mairie qui avait aménagé l'espace avant de le céder au privé pour l'investissement et l'exploitation. Cette politique industrielle sera renforcée avec de grandes innovations. Nous allons créer dans les mois qui viennent 8 pôles industriels à l'image de Sandiara, à l'image de Diamnia et de Diass. Parce que nous considérons que le travail que l'État doit faire ne doit pas s'arrêter seulement au niveau de ce triangle de prospérité. Dans un premier temps, nous allons ouvrir toutes les usines qui étaient fermées. Parce que d'abord là, il faut commencer. Nous savons que notre politique industrielle et commerciale de protection de nos industries n'a pas été efficace. Nous avons dû fermer beaucoup d'usines et notre première stratégie, c'est de faire. Deuxièmement, dans le cadre de notre politique sur le projet, nous allons faire ce qu'on appelle un master plan. Voir toutes les régions du Sénégal, les 45 départements, et envisager la possibilité de créer des zones industrielles dans chacun de ces départements, mais ce seront aussi des zones commerciales, de distribution, de supermarchés, de commerce de proximité, mais aussi des zones agricoles et des agropoles. La délégation gambienne a exprimé toute sa satisfaction au terme de la visite. Elle promet de s'inspirer du modèle sénégalais pour créer de l'emploi et diminuer les exportations. Nous avons fait lu bari nak. Diamniadio jëlé nañ fa lu bari. Waye jëlé nañ lu bari Sandiara tam. Nous avons beaucoup appris à travers cette visite, que ce soit à Diamniadio ou à Sandiara.
Nous allons nous inspirer de ce modèle une fois de retour en Gambie. Certes, nous avons entamé des projets dans ce sens, mais nous allons les bonifier, les parfaire. Recycling, moy yi nga xamné dañ leen daan sanni té gis na njëriñi lo xamné ñun ci suñu dëkka kenn soxlu ko foko sanni sax borom mere la fi ñu ngi gis ñu ko jël diko jëfandiko diko dugalaat ci industrie bi muy ici ay liggéey. Autre activité phare de cette visite de la délégation gambienne, cette réunion bilatérale axée sur les échanges commerciaux. Les deux parties s'engagent à travers cette rencontre à renforcer leur partenariat au grand bonheur des peuples respectifs. Les deux pays entretiennent des relations commerciales très poussées. Les exportations de Dakar vers Banjul sont estimées à 110 milliards de francs en 2022. La Gambie est l'un des principaux partenaires commerciaux du Sénégal dans la zone CEDEAO, derrière le Mali, 708 milliards, la Côte d'Ivoire, 1100 milliards et la plus sœur de Guinée. Cependant, malgré ces liens étroits, nos échanges commerciaux restent en deçà très faibles et peu diversifiés. Cette situation est expliquée en grande partie par les barrières non tarifaires, y compris les procédures administratives complexes et le non-respect des dispositions commerciales communautaires en matière de libre-échange des biens et des personnes. Autant de problématiques que nous devons aborder ensemble de manière coordonnée pour faciliter le commerce entre la Gambie et le Sénégal. lépp lu fi wax dañoo dafa firndeel ne taxawaayam ak taxawaay ñim àndal ak taxawaay. Les conclusions issues de la réunion montrent que les deux pays sont engagés à renforcer leur partenariat commercial. Nos deux chefs d'État ont déjà balisé le terrain. Reste maintenant à concrétiser les différents projets. gëna yombal njula bi commerce diggante Gambie ak Sénégal. Le Sénégal et la Gambie sont deux pays unis par l'histoire, la géographie et la culture. À travers cette visite officielle, les deux parties ont abordé plusieurs sujets et promettent de renforcer leur coopération au grand bonheur des deux peuples. L'OMVS a tenu ce vendredi sa 7e réunion du comité de suivi du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Pour ce faire, une enveloppe de 35 milliards de francs CFA a été dégagée. La rencontre a permis d'examiner la mise en œuvre de la résolution. Salut Sek. C'est un pas décisif qui vient d'être franchi dans le cadre de la mise en œuvre du projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Désormais, les États membres de l'OMVS s'engagent à mobiliser très rapidement le financement de la phase prioritaire du projet sur ressources propres. Les États ont dit qu'on ne va pas attendre des financements qui viennent de l'étranger parce que nous avons beaucoup de bailleurs qui sont intéressés. Mais pour la phase prioritaire, les États ont décidé de mobiliser le financement sur ressources propres de 35 milliards de francs. Qui sont en cours de mobilisation. Et aujourd'hui, l'un des objectifs aujourd'hui de cette réunion, où les ministères en charge de l'économie et des finances sont représentés, est aussi d'accélérer la mobilisation du financement. Et j'espère qu'à la fin de cette réunion, on pourra annoncer la mobilisation de ces financements et un début effectif des prochaines étapes. La mobilisation de ces financements devrait accélérer la réalisation de ce projet d'une importance capitale pour restaurer la navigabilité sur le fleuve Sénégal. Le projet de navigation sur le fleuve Sénégal est un des projets prioritaires pour notre organisation. Il va permettre au fleuve d'être navigable, permettant ainsi une véritable intégration des peuples du bassin. Dans ce cadre-là que nous sommes réunis aujourd'hui pour voir les prochaines étapes, pour faire un point d'évaluation et pour ainsi arriver à notre objectif qui est de rendre ce fleuve navigable très prochainement, Inch'Allah. Ce projet constitue le troisième axe du programme d'infrastructure régionale de l'OMVS. Il vise à installer sur le fleuve une navigation pérenne entre les ponts de Saint-Louis au Sénégal et d'Ambidedi au Mali sur une distance de 905 km. Pape Alé Niang, installé dans ses fonctions de directeur général de la RTS, il s'est engagé à servir la nation sénégalaise avec dévouement et intégrité. C'est le sens de son message après le passage de témoin avec Racine Talla, directeur général sortant. Le compte-rendu est signé à Mamadou Sakine. Regroupés dans le hall de la RTS au Triangle Sud, les travailleurs se sont fortement mobilisés pour écouter l'adresse du nouveau directeur général. Devant l'assistance, Pape Alé Niang a décliné sa vision du service public. Je m'engage à œuvrer avec toute mon énergie pour faire de la RTS
un instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société. Mesdames, Messieurs les employés et désormais collaborateurs de la RTS, merci pour la qualité de votre accueil. Chers invités, merci pour votre présence sympathique. Je parle de tonton Alassane qui est là. Le successeur de Racine Talla dut mesurer l'ampleur de la mission, une mission qu'il compte remplir avec une démarche inclusive et participative. Nous comptons travailler pour l'intérêt du public, en parfaite connaissance de ce qui nous incombe comme charge professionnelle, tant sur le plan légal que réglementaire. On ne réinvente pas la roue, dit-on très souvent, n'est-ce pas? Mais on peut toujours, je dis on peut toujours, la remettre à la bonne place si nécessaire. Lorsque ces missions sont connues et bien assimilées, que le bilan de la situation de la maison est fait pour savoir sur quelle base partir, sur quel levier appuyer, il restera juste à chacun et chacune d'effectuer le travail comme il sait le faire de son mieux avant de décider. Avant de décider, ici à la RTS, il faut écouter. Il faut écouter. Laisser s'exprimer les sensibilités diverses, favoriser l'esprit de groupe et rester solidaire. Auparavant, le DG entrant et son prédécesseur se sont passés le témoin avant de rencontrer le team management. Moment saisi par Racine Talla pour revenir sur les avancées notées sous son magistère. La RTS n'avait que 2 à 3 mamelles. La première, c'était le financement sur le budget, la LFI. La deuxième, c'était la redevance Sénélec. Et la troisième, c'était les recettes commerciales. Et les recettes commerciales, je dois le dire, depuis qu'on est là, on a quand même cherché à les booster au point qu'aujourd'hui, c'est même devenu un argument contre nous. Je pense qu'aussi la tour, comme on l'a dit, c'est vrai, les hommes ont une vie courte, mais ce sont les hommes qui construisent des églises et des mosquées et des tours. Et ce qui se fait également de mieux dans l'audiovisuel aujourd'hui en Afrique, je pense que le Sénégal devrait en être la plaque tournante. Et je pense que c'est ça l'ambition également qu'on avait au moment de mettre en place cette tour. Il part avec le sentiment du devoir accompli. Le directeur général entrant, Pape Alé Niang, s'est fixé comme mission de relever les défis avec le soutien de l'ensemble du personnel et des partenaires sociaux. Voilà donc Pape Alé Niang, nouveau directeur général de la RTS qui a pris fonction hier dans l'après-midi. Kylian Mbappé a annoncé hier son départ du Paris Saint-Germain. L'attaquant dira au revoir aux supporters parisiens demain. Il a passé cette saison dans le club de la capitale, mais la star du football français n'a pas levé le voile sur sa prochaine destination. Nous écoutons Kylian Mbappé. C'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais
J'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais à aucun moment, je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. Voilà donc Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain après avoir passé 7 saisons. Faisons maintenant connaissance avec Oumy Diop, c'est la championne d'Afrique de natation au 16e championnat d'Afrique tenu en Angola. Le porte-drapeau de la natation féminine sénégalaise a décroché l'or aux 100 mètres papillon, potentielle représentante de notre pays en natation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en juillet. La jeune athlète s'est confiée à nos équipes Massiré Faye, Batso et Fatoumata Savané. À 20 ans, comme toutes les filles de son âge, elle aime papoter avec ses amis d'enfance. Oumy Diop, nageuse professionnelle, est la toute nouvelle championne d'Afrique de natation. Si je suis au Sénégal, je passe ma vie avec ma famille, mes amis, parce que tous les étés je viens ici et mes copines, je les connais depuis la naissance carrément. Enfin, on a toujours été ensemble, on habite en face, HLM et tout. Franchement, tout le monde, c'est une ambiance conviviale, très très familiale et je les remercie tous. Ceux qui sont à Westfort aussi, à Gueule-Tapée aussi. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans eux, donc je les remercie du fond du cœur. Après de belles performances lors des championnats d'Afrique de natation à Luanda, en Angola, la jeune athlète médaillée d'or a été également primée en argent et en bronze. J'ai été plutôt surprise, je ne m'attendais pas à nager aussi bien, mais je pense que maintenant tout le travail que j'ai fait avec mes coachs aux États-Unis commence à payer et je le ressens dans l'eau, donc c'est avec une immense fierté que je reviens avec ces 4 médailles. Oumy Diop a commencé la natation dès l'âge de 5 ans. Avec l'accompagnement de ses parents, la jeune fille exprime son talent et compte bien en faire profiter sa nation. À court terme, ça serait ma participation potentielle aux Jeux de Paris qui vont se passer dans quelques mois. Et puis dans le long terme, je pourrais dire pourquoi pas les prochains Jeux Olympiques, ceux qui auront lieu à Los Angeles en 2028, Inch'Allah. Et en termes de championnat d'Afrique, ramener beaucoup plus de titres parce que j'en ai 2 et je ne compte pas m'arrêter là, donc on verra la suite, Inch'Allah. Pratiquer le sport de haut niveau requiert des sacrifices et les difficultés ne manquent pas. Être partie aux États-Unis, ça me permet de me confronter aux meilleurs parce qu'on sait très bien que les États-Unis, les Américains sont les meilleurs dans ce domaine. Donc, juste un appui, ce serait énorme parce que je suis partie là-bas, j'ai fait le choix de partir là-bas parce qu'ils ont énormément d'infrastructures et tout est développé autour de l'athlète et pour l'aider à la performance. Les difficultés, ce serait surtout les soucis financiers parce que la natation, c'est un sport qui demande de beaucoup voyager, avoir du soutien, etc. Donc en fait, c'est surtout les fautes de moyens. Je suis partie de mes propres moyens aux États-Unis et la vie aux États-Unis, c'est pas très très facile là-bas. Même par exemple côté médical, parce que je dois prendre soin de mon corps, parce que je travaille avec mon corps justement. C'est pas facile dans la vie de tous les jours. Mais bon, avec le soutien de mes parents, heureusement qu'ils sont là parce que sinon je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Malgré son jeune âge, la championne d'Afrique exhorte les jeunes et surtout les filles à pratiquer différentes disciplines sportives. Faire du sport en tant que femme au Sénégal, c'est pas facile, mais avec la détermination, on peut le faire. Et peu importe que ce soit la natation ou pas, pour moi, l'appel que je peux lancer, c'est juste tout simplement pour les femmes faire du sport. Et ça commence depuis petit, bien évidemment. Il ne faut pas écouter les petits commentaires qu'on peut avoir à droite, à gauche. Juste garder sa détermination, tomber amoureuse d'un sport, que ce soit l'athlétisme, le basket, et continuer dedans parce que le sport, c'est quelque chose qui peut nous ramener beaucoup et qu'on ne peut pas se rendre compte forcément. Son rêve de participer aux Jeux de Paris sur le point de se réaliser, Oumy Diop compte sur les autorités pour la soutenir dans ce nouveau challenge. Oui, beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de soutien et beaucoup plus régulier surtout.
J'aimerais participer au jeu et arriver un peu plus tôt en France pour pouvoir m'accommoder parce que je vis aux États-Unis et il y a 6 heures de différence. J'aimerais aussi partir avec mon coach parce que c'est grâce à mon coach que je suis là aujourd'hui et faute de moyens, en fait, je vais peut-être, je sais pas quel va être le résultat, si je vais pouvoir partir ou pas. Mais ce serait surtout un appel, je sais pas, à la ministre du Sport ou le nouveau président. Je viens de lui ramener une médaille d'or s'il pourrait m'aider parce que je compte ramener beaucoup plus de titres au Sénégal et ça parle sur du long terme. Donc si on pourrait m'aider maintenant, ça serait cool. La jeune championne d'Afrique, ambassadrice des JOJ de 2026, incarne le leadership d'une jeunesse consciente pour la promotion de l'excellence dans le sport. Et nous en venons dans ce journal à la partie consacrée donc aux régions dans ce trésor. Et c'est pour parler du moringa au Nebedaï. Cette plante miracle est en vogue ces dernières années, connue pour ses vertus thérapeutiques. Le monde. La production devient un véritable potentiel. À Mont-Roland, il constitue une véritable activité génératrice de revenus. Ramatadem à Mont-Roland. Le moringa ou nebedaï, cette plante soi-disant médicament, se voit attribuer de nombreuses vertus. On l'appelle même plante miracle parce que la littérature rapporte qu'elle peut soigner 300 maladies. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de moringa de par le monde. Le plus populaire, c'est moringa oleifera, ce qu'on rencontre le plus souvent, mais il y a beaucoup de variétés qui sont en Asie et qu'on retrouve parfois en Afrique de l'Est. À Mont-Roland, le moringa oleifera est une plante très connue par les populations. Édouard Gueye, fils du terroir, s'intéresse de plus près à cette plante qu'il a vue pousser dans son enfance dans la nature et certaines concessions. C'est grâce à ses vertus. Peut-être au Sénégal, les gens ne connaissent pas trop, mais quand vous allez en Inde, c'est des multinationales qui sont dans la production et la transformation de moringa. Nous, en milieu sérère, c'est trop fréquent chez nous avec les préparatifs de certains mets comme le tcheremboum, comme on appelle chez nous, en sérère, le nokhel, couscous à la sauce de nebedaï. Les vertus du moringa font de cette plante un produit très recherché et utilisé dans le monde. Étant une plante populaire au Sénégal, notre pays devient ainsi un marché très prometteur dans la filière. La plupart de nos clients, c'est des clients à l'export. Donc ils achètent nos produits pour acheminer au Canada, aux États-Unis ou bien une partie de l'Europe, en France, en Pologne même. On a signé des partenariats avec des Polonais pour la production exclusive de moringa. Par cette plantation, la culture du moringa oleifera sera à l'avenir plus organisée, respectant les normes internationales avec de meilleurs rendements par des produits de qualité validés pour l'exportation. Pour les besoins de la certification bio, donc on est obligé de faire de la production bio. Dans ce cas, ça répond à quelques normes. En l'occurrence, un champ bien protégé, loin des insectes, loin des animaux, pour avoir une bonne production bien maîtrisée. Avoir aussi une chaîne de valeur. L'objectif principal, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui pourra nous retracer tout ce qui est de la production jusqu'au consommateur final. Essayer de voir la traçabilité. C'est l'objectif principal même. À Mont-Roland, le moringa oleifera ou nebedaï est une plante qui fait vivre la population locale, car les femmes viennent tôt le matin, le jour de la cueillette, pour aider au tri des feuilles fraîches, une vraie activité génératrice de revenus. Nous trouvons beaucoup d'avantages à travailler dans la filière. Nous avons une source de revenus et plus du fait qu'il y a beaucoup de vertus dans le nebedaï. Le travail que nous faisons nous permet de nous en sortir financièrement.
Avec ce champ, nous pouvons travailler désormais tous les jours. Nous y gagnons financièrement et nous préparons du bon couscous nebedaï pour nos familles. Nous y mettons du poisson séché, du haricot et des feuilles de moringa. Le moringa ou nebedaï, cette plante qui ne meurt jamais, elle résiste aux conditions climatiques les plus difficiles. Seule une bouture permet de faire renaître un arbre. La bouture, à peu près moins d'un an. Moins d'un an, certains disent qu'ils n'ont pas besoin d'eux pour grandir. On peut même mettre ça, arroser 1 semaine, 3 semaines, ça n'empêche, ça peut grandir en toute quiétude. Mais chez nous, on arrose grâce à un forage alimenté par un solaire. On arrose chaque semaine, au moins 1 fois par semaine. C'est ça qui nous permet d'avoir des feuilles vertes et très fraîches. À Mont-Roland, c'est toute une chaîne de valeur qui est mise en place. Avec cette plante, le Moringa oleifera, tout est utile. Les feuilles sont séchées avec toutes les précautions nécessaires pour garder les valeurs nutritives. Les graines sont récoltées également, puis décortiquées et triées. Elles sont d'une grande utilité. On peut l'utiliser pour une filtration, pour des 10 graines. Les graines de moringa servent à filtrer l'eau. Vous mettez 10 graines de moringa broyées dans une grande bassine d'eau et l'eau devient potable. Une chaîne de valeur créée à Mont-Roland pour et par les populations à la base, précisément les jeunes et les femmes qui y trouvent une source de revenus. Avec ce travail, nous y trouvons notre compte. Nous n'avons plus le temps de gérer les détails. Nous sommes concentrés sur notre travail. Sans compter l'expertise que ces femmes apportent dans le processus d'exploitation du moringa, plus de 60 femmes qui s'activent au quotidien afin de pouvoir mettre sur le marché le moringa de la plus belle des manières, tout en préservant toute la qualité du produit. Le moringa oleifera, de par ses propriétés et vertus, est convoité dans le monde entier. Il devient ainsi une véritable source de création d'emplois et d'entrepreneuriat. Nous restons toujours à Mont-Roland où le retour à la terre est une réalité. Dans cette localité, un projet agricole emploie des centaines de personnes, particulièrement des jeunes et des femmes. Ils exploitent un périmètre maraîcher de plus de 300 hectares. Nous restons toujours avec Ramatanem. Chants et danses des femmes pour célébrer la renaissance de Mont-Roland. Ces femmes qui, grâce à l'agriculture, retrouvent la joie de vivre. En plus d'arriver à une autonomie financière et participer à l'épanouissement de leur famille, elles peuvent désormais voir leurs enfants grandir et les éduquer comme il se doit. Après des années d'exode rural, des populations, surtout des jeunes, car pendant longtemps, les champs étaient inexploités. Ils ne pouvaient entrevoir un avenir meilleur. J'ose dire même croire que nous venons de très loin à Mont-Roland. Il y avait quand même un temps où presque plus de la moitié de la population de Mont-Roland était en exode. Voilà, il y avait pratiquement que les enfants, moins de 12 ans, et les vieilles personnes qui étaient dans les maisons. Aujourd'hui, nous sommes en fait, si vous voyez que les gens sont contents, parce que être chez soi, il n'y a rien de meilleur. Voir sa maman, son épouse tous les jours, il n'y a rien de meilleur. Ça, on ne peut pas le quantifier ou le valoriser en monnaie. Aujourd'hui, les terres sont exploitées. L'agriculture a repris sa place dans la société. Les jeunes de Mont-Roland et environ y trouvent un réel plaisir à rejoindre leur mère ou tante au champ. J'étudie, mais les samedis, quand je n'ai pas cours, je viens au champ. C'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Et je peux ainsi alléger les charges de mes parents. Je pense que il y a les études, mais aussi le travail est important. Parce que et on a d'autres projets aussi. Comme entrepreneuriat et satisfaire nos besoins parce qu'il y a la tabaski qui approche.
Je viens ici pour travailler, pour aider mes parents. À Ndiaye Bop, les nouvelles constructions montrent l'impact de cette agriculture dans la vie économique du village et dans les familles. Ces projets agricoles ont beaucoup impacté la vie ici et dans le bon sens. Avant, les plus grandes maisons avaient 2 pièces. Aujourd'hui, les jeunes aident beaucoup les parents. Toutes les maisons familiales sont en chantier. Nous n'avons rien à envier à Dakar. Les jeunes sont de retour au terroir. Si ce genre de projet était implanté dans tous les départements, les jeunes ne partiraient nulle part. Ils resteront chez eux, dans leur localité. Ce jeune est mon neveu. Il est menuisier métallique. C'est grâce à ce vaste projet agricole qu'il est revenu. À l'image de ce jeune Lamine Chomban qui a réouvert son atelier de menuisier métallique et qui salue ses projets agricoles. Nous sommes des jeunes de la localité. Ce projet est une bonne chose pour la localité. On était à Dakar pour avoir de l'expérience et du travail. À Dakar, les choses ne sont pas faciles non plus. Nous sommes revenus pour travailler chez nous. Le retour à la terre est une réalité à Mont-Roland. L'agriculture a permis de réels changements au sein des populations. L'exode rural n'est plus qu'un vieux souvenir. Les jeunes restent désormais sur le terroir pour participer au développement de Mont-Roland. Et la richesse de la terre va permettre à ces populations d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Elle est dynamique et très engagée. Assa Sissoko a été affectée comme enseignante à Tambacounda en 2003. Elle fait partie de la 9e génération des volontaires de l'éducation. Elle a œuvré à relever le défi dans les zones les plus enclavées, les plus reculées de la région. Elle est aujourd'hui la directrice de l'école Plateau 1 de la commune de Tambacounda même. Son portrait avec Tchorodien. Elle est chef d'établissement scolaire à l'image d'autres femmes à Tambacounda. Assa Sissoko est la directrice de l'école Plateau 1 depuis 2 ans. Cette ascension a été précédée d'un parcours parsemé d'embûches. Mais l'enseignante a toujours persévéré pour relever le défi. Pas facile du tout, surtout lorsqu'on est une femme. C'est pas facile. Mieux vaut être manager que chef d'établissement. Moi, j'ai préféré être un manager. Donc, à chaque collègue, il y a une fonction qui t'est assignée. Donc, j'ai fait la distribution des rôles. Et j'ai mis tout le monde devant ses responsabilités. Et comme ça, le poids sera un peu allégé quand même. Alhamdulillah, elle fait de son mieux. Hein. Elle fait vraiment de son mieux pour qu'il y ait l'harmonie, la paix, la cohésion sociale. Vraiment. Elle joue avec l'apaisement, quoi. Quand il y a des tensions, elle cherche au mieux à les apaiser. Toute personne aussi est une personne, hein, mais vraiment, elle fait de son mieux. Hein. Après avoir décroché son sésame en 2003, l'enseignante a été affectée à Makakoulibantan, puis dans d'autres localités très enclavées, dans les différents départements de la région de Tambacounda. Depuis lors, j'ai eu à parcourir vraiment la région de Tambacounda, de long en large. Après Medina Bambara, je n'ai pas duré à Botou. Seulement après Botou, maintenant, on m'a affecté à Sare Aladji, appelé Sinthiou Kenyeba. Après cela, maintenant, je suis affectée à Tambasossé. Maintenant, à Tambasossé, j'ai eu à faire 12 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai le plus duré. En 2022, pour être affectée ici en étant directrice à l'école Plateau 1. On est dans une période de parité. Et puis je pense que la femme est plus apte en quelque sorte à mieux manager, quoi. D'accord. Ouais, comme on le constate au sein des familles, quoi. Native de la capitale dakaroise où elle a fait ses humanités, après plus d'une vingtaine d'années dans l'enseignement, elle est tombée sous le charme de cette belle région. Elle n'a jamais pensé à demander une affectation. Dans une région où le déficit d'enseignants reste encore élevé, 657 à la dernière rentrée des classes. Depuis qu'elle est là, l'école a fait de très bons résultats, surtout les examens passés. C'est une femme dynamique, c'est une femme d'ouverture,
C'est une femme vraiment qui aime l'enseignement. Parce que maintenant, pour trouver quelqu'un qui aime l'enseignement, c'est difficile. À part, avec le temps que j'ai fait dans l'école, l'expérience que j'ai eue dans l'école, j'ai trouvé que c'est une femme qui aime enseigner, qui aime les enfants aussi. Donc c'est une maman pour les enfants. Si je prends mon exemple, je suis une self-made woman. Je n'ai jamais accepté de dire que voilà, je suis une femme, j'opte pour la facilité. Étant toute jeune à l'école primaire, tout ce que faisaient les hommes, je le faisais. Surtout, je n'ai jamais voulu donner mon cahier à un élève, garçon, me faire les dessins et autres. Donc quand tu donnes une chose à gérer à une femme, elle le réussit mieux. Parce qu'elle est habituée à gérer, elle est habituée à